Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval. Émission qui met de l'avant les jeunes sportifs lavallois et qui aborde le sport différemment. Comme vous le remarquez cette semaine, notre nutritionniste Anne-Marie est absente, mais ne vous en faites pas. Elle continue sa participation à l'émission et on l'a simplement laissé partir pour vivre une expérience internationale en lui demandant de nous ramener des nouvelles saveurs et des nouvelles recettes. Alors sportivement, cette semaine, on rencontre 3 jeunes gymnastes du club Laval Excellence qui reviennent d'une compétition très importante, nationale, Élite Canada, où ils ont tous les 3 réussi à monter sur les podiums des différentes épreuves et connaître des résultats globaux très intéressants. Avec eux, avec notre trio, on discute de la motivation, du dépassement de soi. On regarde aussi les exigences physiques du sport et l'esprit de compétition, mais de respect qui est présent à l'intérieur de la gymnastique masculine. J'ai bien hâte d'entendre mes experts Thierry et Marie sur ces mêmes sujets. Alors, c'est notre programme pour la journée. Nous sommes prêts. Êtes-vous prêts? On lance ça maintenant. Alors, on se retrouve aujourd'hui au club de gymnastique Laval Excellence avec 3 gymnastes du club. Bonjour messieurs, ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. William, Olivier et Félix. Donc, ça fait combien de temps que vous pratiquez le sport? Peut-être toi, William? Moi, j'ai commencé à 4 ans. J'en ai 15, quasiment 16 aujourd'hui. Fait que ça fait presque 11 ans, 12 ans là, que j'en fais. Là. Moi, ça fait une dizaine d'années. J'ai commencé à 5 ans, puis là, j'ai 15 ans. Félix? Ouais, pas mal la même chose. J'ai commencé assez jeune, là, vers 4 ans, puis ça fait environ 10 ans. Là. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport-là? C'est pas nécessairement un sport qui est très, très, très populaire ou très connu, du moins, au Québec. Qu'est-ce qui vous a amené? Est-ce que c'était des gens de la famille? Comment vous avez commencé dans ce sport-là? Moi, c'est mon frère en faisait quand j'étais plus jeune. Puis vu que ma mère, elle aimait ça aller le voir, souvent, j'allais avec elle. Puis j'étais tannée de rester assis puis rien faire pendant tout son cours. Fait qu'un moment donné, j'ai essayé, puis ça a commencé de même. Toi, Félix? Moi, c'est ma mère qui m'a incité. En fait, elle me proposé, j'ai essayé, puis c'était vraiment bien, j'ai aimé ça, donc j'ai continué là-dedans. Puis toi, William? Moi, c'est vraiment aux Jeux olympiques de 2004, j'ai vraiment accroché. J'ai regardé ça, j'étais comme wow. Puis ma soeur, en plus, t'en faisait au club ici. Fait que c'est vraiment ça je pense, qui m'a accroché, puis que je continue là maintenant. Là. Donc, puis justement, on accroche pour une raison, mais là, quand ça fait 10, 12 ans qu'on en fait, qu'est-ce qui nous amène à rester dans ce sport-là? Je pense, pour moi, c'est vraiment le dépassement de soi, puis vraiment viser, nous, je pense que notre objectif aux 3, c'est vraiment faire des Coupes du monde, des championnats du monde, puis je pense des Olympiques aussi, fait que je pense que c'est ce but ultime-là qui nous accroche, là, je pense. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que William amène comme solution, comme réponse? Ouais, moi, je suis d'accord, mais j'ajouterais aussi que c'est devenu comme une routine dans notre quotidiennement. Fait que c'est rendu comme ça a intégré notre vie. C'est plus que juste s'entraîner, comme tu dis, ça l'a intégré ta vie? Ouais, c'est aussi surtout avec tous les efforts qu'on a fait, puis c'est pas toujours nécessairement agréable, on continue à persister, donc si on arrêterait du jour au lendemain, ce serait un peu laisser tomber notre rêve. Là, donc justement, c'est important d'avoir cet objectif-là. On commence pas nécessairement peut-être avec cet objectif-là quand on débute là, plus jeune, mais une fois que ça devient une partie de soi puis ça s'intègre dans notre vie, c'est sûr que là, le dépassement de soi puis l'objectif ultime de faire, comme tu dis, les championnats du monde ou les Jeux olympiques, ça devient une force majeure. Ça représente combien d'heures d'entraînement à peu près dans vos réalités? On fait presque 30 heures la semaine. 30 comme... heures semaine. Ouais. Donc là, vous êtes dans un programme sport-études? Oui, on va à l'école le matin de 8h à midi, à l'école Antoine de Saint-Exupéry. Et on s'entraîne de 1h à 6h chaque jour de la semaine et une autre journée le dimanche, un autre 5 heures. Donc, Maryse et Thierry, on voit un peu comment c'est important, ou c'est souvent le cas d'initier nos enfants ou d'avoir une initiation au niveau familial dans différents sports. Donc, pour commencer, pour débuter, c'est intéressant. Ça amène peut-être la notion de plaisir, de fun dans le sport, mais on se rend compte aussi qu'il faut, en quelque sorte, après un 4-5 ans où
on pratique ce sport-là, se trouver d'autres motivations, puis peut-être regarder à plus haute performance ou à plus haute échelle au niveau de nos objectifs pour se garder une motivation. J'imagine que c'est un peu la même chose de Maryse dans tes réalités au niveau de la préparation physique puis du développement, de voir est-ce que les premières motivations ne sont pas nécessairement les mêmes après un 3, 5, 7 ans de participation dans un sport. Bien, c'est certain qu'au début, surtout si on parle de jeunes athlètes comme en gymnastique, quand moi je les vois en préparation physique, c'est pas autodéterminer les objectifs déjà en partant. C'est souvent parce que les parents ont jugé que c'était une bonne activité pour l'enfant, parce qu'il y avait de l'énergie à dépenser, parce qu'il sautait partout, parce que, bon, le nombre d'heures d'entraînement en gymnastique étant très élevé en bas âge, donc ça permet de dépenser de l'énergie, mais ensuite, bon, c'est bien beau, mais il faut s'accrocher à quelque chose. Souvent, c'est un sport que les enfants vont aimer tout de suite, le fait de bouger dans l'espace, de sauter partout. Ça devient facile que ce soit plaisant. Le plaisir reste toujours là, évidemment, à sentir son corps bouger, à être capable de réussir des mouvements complexes. À se lancer un peu. À se lancer ouais, dans le vide un peu partout, si on peut dire ça. Mais ensuite, c'est sûr que vient les objectifs de performance, parce que pour mettre des fois 20 à 30 heures d'entraînement par semaine, ça prend effectivement une petite notion un peu autre que le plaisir, parce que c'est pas suffisant pour avoir des peurs des fois, surmonter des peurs, pour avoir des difficultés physiques, parce que c'est exigeant comme sport. Donc, il faut dire, bien, OK, je suis capable de focusser sur les résultats d'un objectif, par exemple, se classer pour la haute performance comme en gymnastique, c'est ça. Exactement. Puis ensuite, faire partie de l'équipe nationale, recevoir son survêtement de l'équipe canadienne, là, dire, bon, bien, maintenant, les Jeux olympiques sont peut-être un rêve que je peux envisager aussi. Donc, dans cet apprentissage-là, au niveau justement de la motivation, parce que oui, comme au niveau de la motivation, on veut garder le plaisir à la base de tout ça, parce que moi, j'ai toujours aussi, au niveau de la préparation mentale, c'est faut avoir le plaisir de travailler. Il faut apprendre à travailler puis à apprendre à avoir du plaisir pour cheminer, parce que, bon, oui, d'avoir du fun, ça peut justement nous amener à bien s'initier à un sport, mais quand on veut viser plus haut, quand on veut rester un 5, 7, 10 ans dans le sport, il faut vraiment plus trouver peut-être le plaisir à travailler ou le plaisir à surmonter les peurs, à travailler au niveau des blessures. Puis j'imagine que c'est un élément aussi que tu vas rencontrer dans tes réalités, c'est-à-dire, bon, bien, OK, la blessure, ça fait partie de mon cheminement, ça fait partie de mes apprentissages à me développer comme athlète. Comment est-ce que je fais pour conserver ma motivation puis m'amener à continuer le dépassement de soi? C'est sûr que ça devient quand même assez important de rester motivé. Si on par exemple la gymnastique où ils peuvent faire un 36 heures semaine, c'est assez intense, surtout pour des jeunes hommes, ils ne sont pas très, très vieux, on s'entend. Ça devient plus un mode de vie qu'une passion à la base aussi. Parce que c'est sûr, il faut que tu aimes ton sport, il faut que tu sois passionné pour aller t'entraîner aussi souvent pour atteindre des hautes performances, si on veut. Fait que ça devient carrément un mode de vie. Parce que tu peux pas te lever le matin et te dire « Ah, aujourd'hui, ça me tente pas d'entraîner, je vais jouer au Nintendo et ça va bien aller demain. » Non, tout de suite, ça marchera pas. Fait que ça devient vraiment important qu'ils soient très, très motivés, qu'ils en fassent un mode de vie. Puis on va le voir ça aussi en clinique. Les jeunes athlètes qui sont là juste pour s'amuser, qui vont jouer au hockey, par exemple, une fois semaine parce qu'ils aiment ça, ils veulent juste être entre amis et avoir du fun, versus le gymnaste qui est là 36 heures semaine dans le gymnase, on va le voir qu'il va être beaucoup plus appliqué à faire ses exercices puis beaucoup plus attentif à ce qu'il faut faire et ne pas faire pour guérir le plus rapidement possible, puis retourner avec des hautes performances le plus rapidement possible. Quand c'est le joueur de hockey qui veut jouer au hockey, mais s'il a un peu mal, ça va moins le déranger parce qu'il sait qu'il ne veut pas jouer justement à la Ligue nationale ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment une différence entre le milieu récréatif et compétitif, puis ça, à travers les sports ou à travers les mentalités aussi, les motivations des athlètes. Donc, c'est important justement de s'enligner à travers ça pour qu'on puisse en quelque sorte, cibler les bonnes actions, éliminer peut-être les irritants, puis se trouver à avoir le goût de travailler à l'intérieur de ça pour justement nous amener à performer à des hauts niveaux.
Messieurs, vous parlez d'un entraînement de vrai 30 heures semaine, de gérer les études à travers de l'entraînement, de voir justement ce que la routine fasse une partie intégrante de votre vie. Comment est-ce qu'on travaille ou qu'on dépasse la fatigue physique? Parce que j'imagine que c'est une réalité avec laquelle vous devez côtoyer ou gérer. Là. Selon moi, la fatigue, quand ça arrive souvent dans quasiment chaque jour, là, je te dirais, parce qu'une semaine de 30 heures semaine, c'est vraiment difficile à gérer. Fait qu'avec l'école, on essaie de compenser. Parfois, on a des récup. Donc, on s'absente 1 heure ou 2 du gym. Après, on revient. Puis, si ça peut arriver en cours de route d'un entraînement que c'est plus difficile ou que la fatigue embarque, on pourrait juste faire un peu diminuer l'entraînement, changer d'exercice ou quoi que ce soit. Puis au niveau de la fatigue, j'imagine aussi les risques de blessures sont plus importants. Est-ce que c'est un sport qui est quand même assez exigeant physiquement? Là? Faut pas se le cacher. Ouais, je pense que plus on est fatigué, plus les risques de blessures sont là. Mais je pense que notre coach est vraiment à l'écoute des fois. Si on lui dit qu'on est fatigué, il diminue un peu le rythme. Puis ça nous aide. Puis est-ce que certains d'entre vous qui ont eu des mauvaises expériences ou des blessures plus importantes à travers de leur carrière, à travers de leur saison? On est vraiment chanceux au niveau blessures. Des grosses blessures, on n'en a pas vraiment eu. C'est plus... Moi, personnellement, j'ai eu plusieurs blessures qui m'ont ralenti pendant 2-3 mois, mais pas des déchirures de ligaments ou des trucs du genre. Fait qu'on est quand même assez chanceux. Puis je pense qu'on est dans un sport que une petite fraction de seconde, comme un peu pas dans le mouvement, pas là, pas dedans, je pense que ça peut créer une blessure puis ça peut comme être dangereux. Là. Donc, il n'y a pas rien eu de majeur, mais qu'est-ce que tu disais de ta blessure là, qui t'a retenu 2-3 mois, ça a été quoi? J'ai eu 2-3 entorses aux chevilles, j'ai eu mes problèmes avec mes plaques de croissance au poignet, puis dernièrement j'ai eu mon genou que on sait pas trop qu'est-ce que j'ai eu. On pense que c'est un morceau d'os qui était lousse dans le genou. Fait que c'est ça. Moi, je suis pas très chanceux. Là. Au niveau des blessures, pas très chanceux. Justement, au niveau de les poussées de croissance, ça doit être quelque chose qui demande un ajustement ou qui demande justement peut-être à gérer un petit peu plus d'inconfort physique. Félix, tu parais quand même plus petit, mais j'imagine que tu as été plus petit que ça. Comment tu as eu à gérer ça au niveau de ta croissance puis de la fatigue ou des blessures? Selon moi, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini, mais surtout qu'avec ça, je crois que nous trois, on est passé. On passe par là. William, c'est presque fini, mais beaucoup de muscu. On a agrandi le rythme de muscu. Les blessures, c'est sûr qu'elles sont là, niveau poignet, genoux. Tout ce qui est articulation, c'est plus difficile. Fait qu'on fait juste diminuer le rythme, puis ça va pas. On peut aller sur de la muscu là, pour que ça aille mieux quand la croissance va être finie. Donc, en quelque sorte, on vient stabiliser avec la musculation. Thierry, tu présentes justement les exigences. On parle d'un nombre d'heures élevé. Maryse aussi, dans la préparation physique. Il y a une exigence sportive, une réalité à la gymnastique qui demande beaucoup d'implication. Même si on est dans un programme de sport-études comme notre trio d'athlètes aujourd'hui, il y a un engagement, il y a vraiment une volonté de vouloir se développer. On parlait aussi des réalités à laquelle c'est souvent un milieu ou un sport qui amène plus jeunes athlètes à développer. Donc, j'imagine que dans le traitement des blessures, dans la prévention des blessures, on peut penser aux poussées de croissance, on peut penser justement au développement de la musculature. Ces choses-là, ça doit être des réalités auxquelles tu dois porter attention. Effectivement, on voit souvent les jeunes athlètes qui arrivent mal de genoux, mal d'épaule, des choses comme ça. C'est pas nécessairement une blessure de surutilisation qu'on appelle, soit on entend parler de tendinite, de choses comme ça. Ça va être plus contrôle, renforcement musculaire, mais pas nécessairement très, très spécifique, juste le permettre de grandir puis de s'habituer à son corps. Parce que les muscles, les os ne grandiront pas au même niveau si on veut, ça va être différent. Il faut juste qu'ils réapprennent à contrôler son corps. Par exemple, quand on était jeune, on s'est tous pété les orteils plusieurs fois, ses coins, ses marches, tout ça. Pourquoi? C'est juste notre corps grandit, il faut s'habituer à la distance carrément. Puis souvent, ça peut causer problème justement de genoux. On entend souvent parler de syndrome fémoro-patellaire. C'est pas très, très complexe. Il faut juste qu'il réapprenne à contrôler son genou. À ce moment-là, c'est de lui faire comprendre aussi qu'il faut qu'il limite un peu certaines choses. On ne peut pas l'arrêter carrément de s'entraîner parce que lui, il veut atteindre le top, il ne veut pas s'arrêter du tout. Mais il faut lui montrer aussi des façons de faire pour éviter de rester dans la douleur puis de permettre à son corps de bien grandir à ce moment-là.
Est-ce que justement, au niveau de la préparation physique, Marie, j'imagine que justement la réalité de la poussée de croissance a nécessairement un impact, j'imagine, sur peut-être le volume, l'intensité, la préparation en lien avec ces éléments-là, avec ces aspects-là? Oui, tout à fait. Je dirais que ça demande beaucoup de travail de précision, travailler avec des athlètes en croissance qui font autant d'heures d'entraînement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rien laisser au hasard, puis se dire « Ah, ben regarde, aujourd'hui, on va y aller avec cette charge de travail-là, ça n'a pas trop d'impact. » Non, non, tous les détails comptent parce qu'il suffit d'augmenter un petit peu trop la charge comparativement à l'entraînement technique, par exemple, puis là, ben ça y est, on déstabilise, on peut aller chercher une surcharge qui amènerait éventuellement une blessure à long terme qui pourrait avoir des grandes conséquences. Donc, il faut autant prendre conscience des aspects de croissance, les mesurer, donc faire des suivis sur le poids, la taille, regarder les signes de puberté aussi, c'est important pour s'adapter par rapport à ça. C'est sûr que les gymnastes, on les voit, ils n'ont pas grand-chose sur le dos quand ils s'entraînent, donc le développement de la masse musculaire, le développement de la masse adipeuse, l'équilibre qui se fait à travers la croissance par rapport à ça, bien, on le voit facilement. Puis ça nous donne des indices aussi sur comment travailler avec ça pour s'assurer que le corps de l'athlète soit le plus performant possible à l'entraînement pour ensuite performer en compétition. Tu mentionnais, Thierry, l'espace spatio-temporel. J'imagine aussi que ça a un impact. On doit s'habituer, mais j'imagine que dans des mouvements aussi complexes que la gymnastique peut amener aussi, cette poussée de croissance-là doit avoir un impact déstabilisé. Pour l'avoir pratiqué, Maryse? Bien, moi, j'ai pas tellement connu les poussées de croissance, mais puis c'est souvent le cas avec les gymnastes. Souvent, la génétique fait en sorte que les tailles sont un petit peu plus petites. Donc, les poussées de croissance, c'est pas nécessairement quelque chose avec lequel on deal énormément avec les gymnastes. Mais on le remarque quand même qu'en période estivale, quand on relâche un petit peu le volume d'entraînement, bien là, le corps en profite pour grandir un petit peu plus, mais... c'est pas... oui, c'est sûr qu'on a à réapprendre, mais je pense que, comme Thierry disait, la réalité est plus au niveau de la stabilité des articulations, le fait de gérer les croissances des différents tissus. C'est plus là qui est l'enjeu que le fait spatio-temporel est moins présent que dans d'autres sports où l'orientation spatiale est importante. Oui. Fait que c'est pas juste... c'est plus une acclimatation à mon nouveau corps que à mon nouveau corps en mouvement. Si je comprends, ouais, c'est moins présent. OK, oui, exactement. Donc, à ce moment-là, ça va être amené justement, mais on réalise à quel point la poussée de croissance, la prévention des blessures, les blessures, l'intensité sont des éléments qui sont importants au niveau de la gymnastique. Messieurs, on s'entraîne, on passe au travers des efforts, des croissances, des blessures pour justement performer, compétitionner. Là, je pense que vous revenez dernièrement d'une compétition Élite Canada. Ça s'est bien passé? Oui, pour nous trois, ça a bien été. Là, on a eu quelques médailles, puis on a atteint les objectifs attendus. Donc, vous étiez fixé des objectifs que vous avez atteints. Vous avez monté, certains d'entre vous ont monté sur les podiums, aller chercher des positions, des médailles. Oui. Donc, fier de votre prestation, fier de votre performance. Au niveau des peut-être plus hautes compétitions, on parlait tantôt de championnat du monde, de Coupe du monde. Comment est-ce qu'on gère ça? La gymnastique est un sport qui est individuel. Comment on fait justement pour s'entraîner, s'encourager, mais en compétition, rivaliser l'un contre l'autre? Je pense qu'entre gymnastes, on a un très grand respect l'un envers l'autre. C'est vraiment... Moi, j'ai plein d'amis au travers du Canada qui sont gymnastes, que je compétitionne contre, mais c'est une rivalité, mais à la fin, c'est celui qui a été le meilleur aujourd'hui, c'est lui, prochaine fois, c'est peut-être moi, puis je vais travailler plus fort pour que ça soit moi la prochaine fois. Fait qu'il y a vraiment un grand respect entre les gymnastes, puis c'est pas dent pour dent, puis c'est vraiment bien comme rivalité, là, c'est pas... Puis est-ce que c'est quelque chose, une réalité que vous vivez justement aussi à l'intérieur même du club, en passant 30 heures semaine, veut pas, on arrive à avoir, à se respecter ou à s'encourager l'un avec l'autre? Bien, c'est sûr qu'on est comme une petite famille. Là. On passe vraiment beaucoup de temps ensemble. On est tout le temps ensemble. Donc, même si parfois dans une compétition, l'un manque ou l'un réussit, on est fiers quoi qu'il arrive parce qu'on est ensemble, on reste une équipe malgré qu'on compétitionne l'un contre l'autre. Donc, selon moi, ça, c'est vraiment important de garder ça, puis ça va très bien à date.
Donc, on parle d'une saine compétition à ce moment-là, ou d'un esprit compétitif qui est assez sain, puis qui va permettre de vous dépasser. On revient au dépassement de soi. C'est un élément qui, justement, si je vois quelqu'un qui fait un mouvement plus important, ou qui ça va peut-être m'encourager à aller chercher quelque chose de mieux. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le reste de la saison? Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines compétitions? Bien, on est comme dans une période un petit peu plus tranquille. On a terminé 2 grosses compétitions. Les prochaines compétitions, c'est la 3e Coupe Québec puis les championnats québécois. Puis on va avoir les championnats canadiens pour conclure l'année. Bien, je vous souhaite de bonnes compétitions au niveau de votre restant de saison. Puis je vous remercie de nous avoir donné du temps. On entend un peu les athlètes nous mentionner comment l'esprit de compétition, je disais, la saine compétition, c'est-à-dire qu'on passe 30, 35 heures ensemble à l'intérieur du gym où on voit les autres faire des mouvements qui sont peut-être plus avancés que nous. On devient comme une deuxième famille aussi. Donc, comment est-ce que gérer cet esprit de soutien, de famille et de compétition? Parce que dans la fin de semaine, on rivalise l'un contre l'autre, puis j'essayais de voir avec eux comment on peut amener un athlète à voir ça comme peut-être un élément inspirant, de ne pas nécessairement avoir une volonté de compétitionner contre d'autres athlètes. C'est sûr qu'au niveau de la préparation mentale, on va justement essayer de ramener le focus sur qu'est-ce que je contrôle. Je ne contrôle pas justement la performance de mes rivaux, de mes compétiteurs. Dans un sport comme la gymnastique, parce que c'est un sport qui est jugé, je ne performe pas non plus la critique d'un juge. Donc peut-être que je vais connaître ma meilleure performance, mais le jugement du juge va faire en sorte qu'il y a quelqu'un d'autre qui va passer par-dessus ou qui va atteindre un résultat plus important. Donc, c'est un peu de jouer justement comme s'en servir comme une source de motivation, une source un tremplin pour que ça m'amène à me dépasser, pour aller me chercher peut-être au niveau technique, au niveau des différents mouvements, d'amener passer par-dessus mes peurs ou ces choses-là. Mais dans vos réalités, j'imagine que c'est des choses que vous avez aussi à gérer. Je pense à un athlète qui est blessé puis qui est sur la touche, qui voit ses coéquipiers d'entraînement et ses rivaux prendre de l'avance. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? C'est sûr que c'est plat quand un athlète va s'arrêter complètement. On essaie le moins possible de les arrêter complètement. Quand ça arrive à ce moment-là, c'est d'y faire comprendre que c'est pour le mieux aussi. Que oui, tu peux pas t'entraîner, mais ce que tu peux faire en ce moment, c'est t'assurer de récupérer le plus rapidement possible. Fait que ça reste un peu une compétition, si on veut, à quand je vais être capable de revenir sans me reblesser non plus. À ce moment-là, c'est de donner on parlait des objectifs dans les dernières émissions, des objectifs à court, moyen et à long terme. C'est sûr qu'à long terme, on parle de retour à la performance. À court terme, là, ça va être de faire comprendre, je veux que tu regagnes ta mobilité, ta force, pour ça, je veux qu'on retourne à l'entraînement, finalement, retour au sport. Fait que c'est de donner des objectifs pour le garder motivé aussi par rapport à ça. Puis souvent, ça va être avec des exercices, par exemple, qu'on va réussir à les motiver un peu plus. On ne donnera pas l'exercice le plus facile parce qu'il va se dire, bien là, qu'est-ce que je fais en physio, je fais rien, ça me sert à rien, c'est pas challengeant du tout. Mais on ne lui donnera pas le plus difficile non plus parce qu'il ne pourra pas progresser à l'intérieur de ça. Donc on va lui donner un exercice qui ne réussira pas nécessairement du premier coup, mais qu'assez rapidement, il va se sentir à l'aise et qu'il peut progresser dedans. Fait que c'est toutes des petites façons de pouvoir motiver un athlète pour récupérer le plus rapidement possible avec l'objectif principal de retourner à la performance. Puis Marie, soit de ton côté, justement, aussi dans la progression ou dans la préparation physique, la gymnastique, ça reste un sport qui est individuel, donc j'imagine aussi qu'en période morte, chaque athlète va progresser de façon différente. Comment est-ce qu'on peut maintenir ce respect-là puis cette façon positive de voir la compétition? Bien, en fait, en saison morte, on va essayer d'utiliser des activités un peu plus d'équipe pour faire autre chose aussi que d'être dans un gymnase de gymnastique. On va aller souvent à l'extérieur, faire du soccer ou des choses comme ça. On va favoriser des activités un peu différentes qui vont favoriser un petit peu plus l'esprit d'équipe. Ça, c'est une chose qu'on va faire. On va favoriser l'encouragement beaucoup, puis le soutien aussi à l'intérieur des athlètes. Donc, de se challenger à
prendre une charge un peu plus élevée quand c'est pertinent, évidemment. Ou dire, bien, regarde, là, aujourd'hui, je sais que tu te sens un petit peu moins bien, mais go, t'es capable, on va le faire ensemble, ton plan d'entraînement, parce que ça arrive à tout le monde, des fois qu'on est un petit peu moins motivé ou qu'on n'a pas eu un bon entraînement technique, donc on vient en préparation physique moins motivé, moins intéressé. Donc, on va utiliser aussi ces aspects-là beaucoup. Puis, justement, en préparation physique, quand l'environnement le permet, c'est vraiment là où on va amener le travail de collaboration puis l'encouragement entre À développer ces éléments-là. Donc, c'est de voir à quel point un environnement qui en quelque sorte, qui nous bâtit une deuxième famille, peut quand même nous amener à se nourrir de ces éléments-là pour faire que à l'occasion, on puisse s'appuyer sur ces gens-là quand on est blessé ou quand ça nous tente moins, mais en quelque sorte qu'on vienne à tous s'élever pour amener nos performances d'équipe, parce qu'il y a aussi cette compétition-là, ce volet-là qui peut être présent en gymnastique, d'amener à ce que le sport grandisse puis que les athlètes s'amènent à dépasser des nouveaux niveaux. Donc, il y a quand même des aspects positifs à se retrouver dans cet environnement compétitif. Je tiens à remercier nos invités, Olivier, Félix et William, d'avoir participé, leur présence à cette émission de cette semaine. Maryse, Thierry aussi, toujours intéressant et inspirant de discuter des réalités de nos jeunes athlètes avec vous. Vous êtes intéressés à voir ou à revoir certaines parties de cette émission ou des entrevues. Je vous invite à aller visiter le site de la télévision régionale de Laval au www.tvrl.ca. Ainsi, vous aurez accès à tous nos archives et vous pourrez écouter les émissions désirées ou souhaitées. Encore mieux, vous voulez interagir avec nous, vous pouvez suivre notre fil Twitter, @Sport9Laval, sport avec un S, et utiliser les mots-clés « Questions pour un expert ». Ça nous fera plaisir de répondre à vos interrogations. Je remercie toute l'équipe. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine.